Madame la ministre, messieurs les ministres vont nous quitter puisqu'il y a ce matin un Conseil des ministres. Ils reviendront évidemment par la suite pour participer à cette journée. Nous allons maintenant ouvrir la première des tables rondes, pression sur les ressources naturelles et sécurité alimentaire. Pour chacune des tables rondes, il y aura un modérateur et des participants. Je vais inviter Philippe Herrera qui sera le modérateur de cette table ronde. Messieurs Thio, Kuhnbjörk et Cariggio, s'il vous plaît, pour vos interventions. Je vous invite à venir sur scène maintenant pour cette première table ronde. Philippe Herrera, directeur général des relations internationales et de la stratégie pour le ministère de la Défense français. Monsieur Thio, qui est le directeur exécutif adjoint du programme des Nations Unies pour l'environnement. Monsieur Kuhnbjörk, qui est le ministre de la Défense de la République du Ghana. Et monsieur Cariggio, qui est ministre de la Défense nationale de la République du Niger. Nous allons nous retrouver tous les quatre pour cette table ronde. En ouverture, voici quelques images. Nous allons retrouver la voix de Nicolas Hulot qui va nous accompagner, je vous le disais, tout au long de cette journée. Puis dans un instant, la table ronde. La science a tranché, le constat est fait et il est partagé par l'ensemble de la communauté internationale. Donc l'homme a une responsabilité, tout au moins ses activités, dans les changements climatiques. Mais c'est malheureusement une réalité tragique et dramatique pour des millions de personnes qui en sont victimes chaque année. Vous avez des phénomènes qui sont à l'œuvre sur le long terme, notamment le phénomène de désertification, qui fait qu'à un moment ou à un autre, notamment dans la bande du Sahel, des hommes, des femmes et des enfants n'ont plus le minimum vital parce que les sols ne donnent plus. Il n'y a plus le minimum de précipitations qui leur permettait de subsister. Et qu'est-ce qu'ils font dans un premier temps? Ils vont aux portes des grandes villes. La désertification en Afrique, accélérée par les changements climatiques, entre 2000 et 2020, aura porté aux portes de l'Europe 60 millions de personnes. Il faut que les armées, évidemment, se préparent pour le meilleur, ce que j'espère, et en même temps pour le pire, sur les scénarios, parce qu'elles ne peuvent pas être prises de court. C'est pour ça que le sujet climat, ce n'est pas un simple sujet environnemental, n'est plus question de protéger la planète. La planète peut très très bien se passer de l'humanité, à l'échelle géologique, ça sera un non-événement. Mais l'humanité ne peut pas se passer de la planète. Merci à l'ECPAD qui a réalisé l'ensemble des images de cette journée. Voilà l'ouverture de cette table ronde. Monsieur Herrera, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Cette première table ronde portera sur l'impact du changement climatique sur la pression sur les ressources naturelles et sur la sécurité alimentaire. Les trois orateurs qui sont intervenus ce matin ont fait bien mieux que moi l'explication de pourquoi ce sujet est aussi essentiel. Et moi, je me contenterai d'indiquer que nous avons la chance d'avoir non seulement trois intervenants remarquables, mais surtout trois intervenants parfaitement placés pour aborder ce thème. Nous écouterons d'abord M. Ibrahim Thio, qui est directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du PNUE. Le PNUE joue un rôle essentiel dans beaucoup de domaines liés à l'environnement, mais en particulier, il aide les États à mettre en place une stratégie d'adaptation au changement climatique, notamment pour assurer la sécurité alimentaire de ces pays et notamment des pays à forte croissance démographique. Le PNUE a aussi publié en 2012 un rapport remarqué sur les OMP et le changement climatique, dont vous nous direz peut-être un mot. Nous écouterons ensuite le docteur Benjamin Kuhnbjörk, ministre de la Défense du Ghana. Le Ghana, vous le savez peut-être, est situé à l'intersection de trois zones hydroclimatiques et est hautement vulnérable au changement climatique. Et ce qu'on a constaté ces dernières années, sous votre contrôle, Monsieur le Ministre, c'est une hausse de la fréquence et de l'intensité des pluies diluviennes, des crues, des affaissements de terrain, ainsi que de l'extension des périodes de sécheresse et d'intenses chaleurs.
et 70% de la population du Ghana dépend directement ou indirectement de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Il y a donc une sensibilité particulière à l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Et le Ghana a adopté en 2014 une politique nationale d'adaptation au changement climatique, dont le ministre nous dira un mot. Enfin, nous aurons la chance de pouvoir écouter M. Mahamadou Karidjo, ministre de la Défense du Niger. S'il y a un pays particulièrement affecté par le changement climatique et par son impact sur la désertification, et à travers cette désertification accrue, une aggravation des tensions, par exemple, entre populations pastorales et agriculteurs, sur fond de croissance démographique élevée, c'est bien le Ghana, et c'est bien, pardonnez-moi, le Niger. Et aujourd'hui, environ 4 millions de personnes sont victimes d'insécurité alimentaire, et les crises alimentaires qui affectent le pays sont de plus en plus rapprochées. Le changement climatique n'est pas le seul facteur déclenchant de ces crises alimentaires, mais c'est néanmoins le facteur central. Et donc nous écouterons à la fin de ce panel M. Mahamadou Karidjo. La parole sera ensuite donnée à la salle pour des questions et des réponses auxquelles nos 3 intervenants répondront. Merci beaucoup. Monsieur Thiault, je vous passe la parole. Je vous remercie. Après avoir écouté ce matin les 3 premiers orateurs, je me suis demandé si j'avais encore besoin de vous dire quelque chose, tellement ils ont été complets. Mais je vais peut-être répéter les mêmes choses en utilisant mes propres mots. Mesdames et messieurs, les scientifiques défendent une théorie selon laquelle le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait déclencher une tornade au Texas. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Aujourd'hui, les météorologues ont montré que des variations climatiques dans une partie du monde entraînent des conséquences graves sur l'autre bout de la planète. Comme pour illustrer la théorie de l'effet papillon, je note que l'Afrique de l'Est, où je vis en ce moment, se prépare à vivre de nouveau le phénomène El Niño, qui prend ses origines dans l'océan Pacifique. Les sécheresses, les vagues de chaleur et les feux de forêt dans certaines parties du monde sont suivis d'inondations et de glissements de terrain meurtriers dans d'autres, comme ce fut le cas récemment dans le sud de la France. Permettez-moi, à cette occasion, de présenter mes condoléances à la France, récemment endeuillée par les tragiques précipitations survenues sur les Alpes-Maritimes. Ces 12 derniers mois sont peut-être les révélateurs les plus symptomatiques que notre planète est saisie d'une fièvre dangereuse, que seuls des remèdes rapides et efficaces pourraient enrayer. Or, c'est à Paris que convergera le monde dans quelques petites semaines et que, l'on espère, les gouvernements s'accorderont sur le seul remède global possible, un accord ambitieux et significatif sur le climat. Preuve que le gouvernement et le peuple français ne laissent rien au hasard, nous voilà réunis aujourd'hui à l'initiative du ministre français de la Défense pour examiner le rôle des armées dans la lutte contre les changements climatiques. Comme le disait M. Fabius tout à l'heure, n'est-il pas a priori paradoxal que les services de défense, essentiellement chargés de sécuriser les frontières nationales, veuillent s'occuper d'un phénomène comme les changements climatiques qui, par définition, est planétaire et donc ignore les frontières nationales? Le programme des Nations Unies pour l'environnement salue le courage et la lucidité du gouvernement français pour avoir mis un sujet si important et stratégique sur la table. Permettez-moi d'articuler mes propos autour de 4 points que j'appellerai les 4 S. Le premier S est la sécurité. Avec la paix, la sécurité constitue le premier pilier et le premier principe de la Charte des Nations Unies. 70 ans après sa création,
nous vivons dans un monde où les soucis de sécurité ne sont plus concentrés sur une vision bipolaire au sens de la guerre froide, mais incluent également la notion d'interdépendance et de risque. L'opinion mondiale est désormais préoccupée par les violences anarchiques, le terrorisme et les changements climatiques. Aucune partie du monde n'est épargnée par ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, de plus en plus meurtrières, déstabilisant les économies, déstructurant les sociétés et leur production rurale, entraînant des vagues de migration sans précédent d'hommes, de femmes de tous âges qui n'ont d'autre choix que de partir vers des destinations le plus souvent proches, la ville ou le pays voisin, mais parfois et de plus en plus lointaines. Les prévisions du GIEC, le groupe de scientifiques sur le climat, sur l'accroissement des migrations dues au changement climatique, donnent matière à réfléchir. Ces intempéries ont pour nom sécheresse, dégradation des terres, inondations, cyclones, glissements de terrain, feux de forêt, etc. La liste est longue. Chacun doit prendre ses responsabilités afin de réduire les risques de catastrophes qui, une fois survenus, doivent souvent mobiliser main dans la main forces civiles et militaires. La sécurité environnementale s'entend aussi par le nombre de conflits, on l'a rappelé tout à l'heure, liés à l'accès aux ressources naturelles. Au cours des 60 dernières années, environ 40% des conflits inter-États ont eu un lien avec les ressources naturelles. Accès à la terre, accès à l'eau, aux ressources minières, forestières ou fauniques. Comme pour mimer un cercle vicieux, les changements climatiques accentueront la compétition pour l'accès à des ressources naturelles vitales telles que la terre et l'eau. Ça a été rappelé tout à l'heure. La raréfaction des ressources entraîne les sociétés dans des cycles de migration forcés. Les changements climatiques affectent les populations les plus pauvres de manière disproportionnée. Lorsque la terre héritée de vos parents, seule source de revenus pour votre famille, est dégradée et devient improductible, que vous reste-t-il à faire? Baron d'Holbach, un philosophe français du XVIIIe siècle, qui inspira d'ailleurs la théorie de l'effet papillon, ne pouvait imaginer à quel point son propos pouvait être prémonitoire quand il disait, je cite, « C'est peut-être dans les plaines arides de la Libye que s'amassent les premiers éléments d'un orage qui, porté par les vents, viendra vers nous, apaisantira notre atmosphère, influera sur le tempérament et les passions d'un homme que ces circonstances mettent à la portée d'influer sur sur beaucoup d'autres, et qui décidera, d'après ses volontés, du sort de plusieurs nations. » Mon deuxième propos concerne la sûreté. Le respect des droits humains et de l'état de droit sont deux autres piliers fondamentaux des Nations unies. L'une des agressions les plus insidieuses sur notre planète consiste en un vol systématique, un trafic international organisé de ressources naturelles des pays les plus pauvres. De l'exploitation illégale de la flore et de la faune à l'extraction illicite des ressources minières à haute valeur monétaire, jusqu'à l'extorsion et la taxation de revenus alimentant dans certains cas des bandes armées, voire des groupes terroristes. La nature des crimes a évolué, se complexifiant davantage et associant le trafic des ressources naturelles au trafic d'armes, de drogue, voire d'êtres humains. Le commerce illicite des ressources naturelles a ceci de plus vicieux que le trafic de drogue, en ce qu'il prive les pays pauvres de revenus qui, autrement, auraient été utilisés pour construire des écoles, soigner des malades ou ériger des infrastructures. Bref, ces activités malveillantes dérobent les pays pauvres des moteurs et du carburant nécessaires à leur décollage économique. Ils alimentent également des conflits internes, souvent sciemment entretenus pour durer dans le temps, car la paix et la stabilité n'arrangent en rien les trafiquants.
Les pertes économiques liées aux crimes environnementaux sont estimées jusqu'à 213 milliards de dollars par an, soit 164% du total de l'aide publique au développement actuellement. Études et analyses ont montré le lien inhérent entre conflits armés et ressources naturelles. 90% des conflits survenus entre 1950 et 2000 ont eu lieu dans des pays riches en biodiversité. Une analyse de la Banque mondiale révélait que les États fragilisés en développement ne disposant pas de ressources naturelles s'étaient développés 2 à 3 fois moins rapidement que les pays riches en ressources naturelles rares. Un phénomène que certains n'hésitent pas à appeler la malédiction des ressources. Les pays à faible revenu et à faible niveau de développement qui dépendent des ressources naturelles ont 10 fois plus de risques de connaître une guerre civile. Depuis 1990, 18 conflits violents ont été financés, au moins partiellement, par des revenus provenant de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Les risques de recrudescence des conflits dans les 5 ans qui ont suivi l'accord de paix sont 2 fois plus élevés lorsque ces conflits sont liés aux ressources naturelles. Comme on le voit, la gouvernance, je précise, la mauvaise gouvernance des ressources naturelles est l'une des causes profondes des conflits dans le monde. Nos études ont cependant démontré que, dans plus de la moitié des cas, les accords de règlement des conflits n'incluent aucune clause s'adressant à ces causes profondes. À moins d'intégrer tous les détonateurs des conflits dans les solutions, nous courons le risque d'appliquer une onction là où il fallait en fait une injection intraveineuse. Le troisième S est la solidarité. S'il y a un phénomène qui illustre l'absolu besoin de solidarité humaine au-delà des frontières, c'est bien les changements climatiques. Solidarité, mais aussi responsabilité. Les dérèglements climatiques nous montrent qu'il n'y a point de prospérité, de paix ou de sécurité, nulle part dans le monde, sans promouvoir plus de solidarité et sans que chacun prenne ses responsabilités. Les objectifs du développement durable adoptés récemment au sommet de New York en constituent un socle solide. Un pays comme Haïti, et je salue la présence des ministres haïtiens, un pays comme Haïti, dont 96% du couvert forestier est perdu et dont par ailleurs les populations dépendent essentiellement de la production primaire, n'a quasiment plus aucune défense naturelle pour s'immuniser contre les catastrophes. À l'image d'un corps malade, les pays les plus vulnérables, dont ceux du Sahel et les petits États insulaires, n'ont plus d'anticorps, plus de défense immunitaire pour résister aux fréquentes fluctuations. Lorsque les désastres surviennent, les moyens de secours sont quasi inexistants, encore moins ceux de restauration à long terme. Que reste-t-il alors à faire si la solidarité humaine ne s'exprime pas là, en ce temps-là, en ce moment, là-bas, sur place, sur le terrain? C'est sous ce chapitre que je mentionnerai à titre d'exemple l'initiative pour l'environnement et la sécurité que le Programme des Nations Unies pour l'environnement soutient afin d'apporter des solutions et des réponses intégrées aux défis sécuritaires et environnementaux en Asie centrale, en Europe de l'Est et dans le sud du Caucase. En renforçant la coopération, cette initiative permet d'identifier des solutions communes en facilitant le dialogue et la collaboration transfrontalière. D'autre part, je suis ravi d'annoncer un nouveau partenariat avec l'Union européenne, dont l'objectif est de pallier aux impacts des changements climatiques sur la paix et la sécurité à travers plusieurs régions du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous ai parlé de 3 S, à savoir sécurité, sûreté, solidarité. Le 4e et dernier S est la stratégie. En l'occurrence, quel rôle pour la défense, pour les armées et par extension les forces organisées? Et quel lien de coopération entre les gouvernements, les organisations internationales et les forces armées? L'interdépendance entre la sécurité environnementale et les changements climatiques nous interpelle encore plus pour parvenir à un accord fort sur le climat, ici à Paris. L'une des premières actions des armées pour contribuer au changement climatique consisterait sans doute à réduire leur propre empreinte écologique. Nos expériences avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies ont montré, et c'est la bonne nouvelle,
que ces efforts pour la planète sont aussi bons pour les budgets des opérations, mais aussi pour le bien-être des troupes et des populations concernées. En améliorant l'efficacité énergétique de leurs installations, en faisant des choix technologiques simples, les armées peuvent faire des économies substantielles sur leur consommation d'eau et d'énergie et contrôler le rejet de déchets qui peuvent être dangereux pour la santé. La plus grande source d'émissions des armées est probablement le secteur du transport, air, mer et terre, aéronefs, navires, voitures et autres matériels militaires. Les recherches se poursuivent partout pour améliorer les équipements et réduire les consommations. Je ne doute pas que les armées ne sont pas en reste. L'efficacité énergétique des moyens logistiques pourrait bien être l'un des tout premiers points d'intervention. Je conclurai par l'action militaire dans la lutte contre les changements climatiques, l'action militaire pacifique. Que peuvent faire les armées pour contribuer de manière effective à la lutte contre les changements climatiques? Le monde entier entend l'alarme sonner. Toutes les régions du monde subissent des intempéries, se manifestant tantôt comme des vagues de chaleur, des vagues d'eau, des bourrasques de vent ou des flammes ardentes. Les services de renseignement militaire pourrait-il apporter un appui aux institutions spécialisées pour débusquer et mettre hors d'état de nuire les auteurs des crimes environnementaux dont j'ai parlé plus haut? Les armées pourraient-elles contribuer à protéger la planète en mettant à disposition leurs technologies, connues pour être parmi les plus avancées et les plus sophistiquées? Et si cette conférence de Paris devrait sonner le déclic d'une grande sensibilisation pour une mobilisation militaire pacifique à l'échelle mondiale pour sauver les peuples et la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thiaw. Un numéro de téléphone s'affiche régulièrement sur l'écran avec la possibilité pour vous d'envoyer des questions par SMS. N'hésitez pas à le faire et puis notez bien qu'ensuite, des micros circuleront dans la salle. Monsieur Herrera. Je passe désormais la parole au Dr Kounbour, ministre de la Défense de la République du Ghana. Monsieur le ministre. Thank you very much, Felipe Herrera. When I was invited to share some views with you on this matter, I thought that somebody has conspired to get me come and make this presentation, or perhaps to repeat some statements I made some 15 years ago in Stockholm, and they were considered at that time heresies. I was invited to actually make a contribution to the nature of security threats in Africa, and particularly the order in which they have to be prioritized. I remember when I told the moderator that the highest security threat and number one for most African countries, if not Ghana, my country, was naked hunger. I saw everybody woke up, and it was like, where is this person from? Another person used the statement to say, we know Africa is poor, but for God's sake, spare us the heresies of introducing hunger and poverty into the security threat and their ordering. I'm particularly happy today that we are here and the heresy of yesterday has become the orthodox of today. The second point I want to share with you is about climate skeptics. I have a friend anytime we are talking about climate change, and he says, you know something, when the economists cannot explain an economic problem, they say all things being equal. And when the biologists cannot explain something, they say it is controlled by hormones. And that today, because our development experts have no answer to our development challenges, they say everything is caused by climate change. In fact, my car broke down one day, and I called him to give me assistance. And the joke was that too caused by climate change? I'm just registering this point to show that this initiative here in Paris is a very, very useful beginning
of what, not in the very distant past, was an idea that never was talked about, let alone discussed. I refer to this as the greening future of defense policy for sustainability. There are definitely a lot of generic security threats and the order in which various countries rank them. I am particularly very excited, given the peculiar situation of Ghana that the moderator has mentioned, that it is important that we begin to see the relevance, relationship, and connections between global security, climate change in the context of food security. Food security has always been related to three basic matters of availability, stability, and its access. The literature I have read so far on food security has been a very large focus on production in terms of availability and not its access, and also not the stability of its supply. It will be important as we move beyond this critical nodal point that we begin to engage accessibility and the stability of supply to give it a comprehensive and holistic approach. Ghana is a typical example, and I can say an experiential one in relation to the relationship between food security and climate change. We have basically very Sahel conditions in the north. We have the Guinea savanna in the middle, and we have the coastal belt. The responses to food security of these three ecological zones in Ghana are very different and diverse. In my own short lifespan, I have seen forests that we used to play in as children being reduced today into deserts. I've had the occasion see rivers that flow through a number of countries and through Ghana become dried up. And I've also witnessed the reduction of our timber concentration in Ghana to 8% of its independence availability in 1957. And this shows clearly that we are beginning to encounter climate change at first hand. In the particular context of Ghana, the size of our land, which is the major resource on which about 60% of the population subsists on, and when I refer to land here, I also mean land covered by water, shows clearly that that capacity for productive activity is shrinking and the population of Ghana is increasing. The second one has to do with what we had never known over the years, which is intense sea erosion. Building sea defense walls in Ghana that takes a very, very high investment input is a very recent phenomenon. We never believed that a time will come in Ghana in which we will need sea defense walls. Mr. Moderator, what is particularly significant of this is that fishes that were a daily delicacy in most Ghanaian homes have become very, very rare, and very few fishermen actually have been able to get that fish. This will show clearly that the capacity for sustainability as a result of climate change is beginning to have a strong tailing on us. I believe that in this discussion and the conversation that we've had, we will continue to deepen the understanding, and at the end, I will register some further heresies on this topic for the future. Mr. Moderator, we need to have a clear conceptual clarity in relation to the relationship between food security in terms of defense policy and in terms of climate change. I do know that security experts over the years are very good at doing historical analysis of security threats. It is gratifying that today
we are beginning to add a geographical dimension to security. And by the geography of security, I'm talking about how the fiscal environmental systems are beginning to make some relevance into the discourse on security in as much as it relates to climate change. I am also making this statement because there is the often saying that time hides a lot of consequences from us. Let me add that geography hides more consequences from us. There is certainly a time and a place for everything. But more significantly, the space for some things becomes relevant, and that is why the geography of security studies provides a very, very interesting pathways for us to follow. I would also want to throw the challenge that as we look at food security, let's be clear in our mind, we have the same sense of what constitutes food. The very, very basic stepping block. Is food geographically and culturally relative? So before we say one is insecure of food, we need a common understanding of what actually constitutes food. And I can tell you that what others will take as a main meal in some cultures becomes a dessert for others in other cultures. It is important that our development community begin not to relate food to only the caloric values, because we have not been able to carry out empirical evidence and studies on different food chains around the world and among cultures to tell us whether rice, wheat, and maize caloric values can be used universally across all communities before we can decide whether there's food insecurity or not. I am saying this for the simple reason that if you were to serve the most delicious meal in other areas, which doesn't approximate the cultural understanding of food, they will still tell you they are food insecure, and they will still tell you that they have challenges with feeding. And I want us to take this composite and global view on food security and defense. The immediate relationship one has, which we in the ECOWAS sub-region are encountering, is that after September 11th, terrorism automatically should be rated the highest security threat globally and the highest in terms of order of priority. We do agree that terrorism is significant, but naked hunger is as significant as terrorism. And the relationship between terrorist activities and naked hunger are obvious. If you look at the vectors of recruitment into terrorist cells, most of the most vulnerable are always hunger-prone areas. And it becomes important for us to see how hunger can trigger people to express themselves in various ways. And it is important that we see an immediate direct relationship between hunger and deprivation. Mr. Moderator, I hope nobody will ask me to define hunger, as I was told in one session. And I said, hunger is like heat. When you feel it, you know it. And when you feel it, you might not have words to even define it. And for those of us who have lived in these type of communities over the years, it becomes important that we begin to put this issue to the fore. I will rejoin this conversation again from a purely professional outlook in the future. But for now, speaking as a Minister of Defense, I think I can only leave you with a statement of Clemenceau when he indicated that security was too important to be left to generals. And I guess that climate change and food security is too important to be left to only nutritionists. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister, for a very stirring intervention from a former heretic, but I think you'll find that you're in good company with many other former heretics in the room. Je passe désormais la parole à Monsieur le ministre Karijo, ministre de la Défense de la République du Niger. Merci.
Mesdames et messieurs les participants, je voudrais m'acquitter d'abord d'un devoir. Je voudrais remercier très cordialement le ministre français de la Défense nationale, son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, pour l'aimable invitation qu'il nous a faite pour participer à cette conférence. D'ailleurs, nous l'avons accepté avec plaisir parce que nous savons que les débats qui vont avoir lieu ici vont contribuer beaucoup à donner une plus grande visibilité à nos pays en ce qui concerne ce problème de changement climatique. Je voudrais également remercier toutes les autorités françaises et qui nous ont mis tout le nécessaire à disposition pour nous permettre d'être à l'aise et participer à cette conférence. Alors, si les discussions autour des changements climatiques sont aujourd'hui un lieu commun, le lien entre défense et changement climatique, bien qu'avéré depuis plusieurs décennies, n'est souligné le plus souvent que par des spécialistes avisés et dans des études prospectives de stratèges, notamment militaires. Mais aujourd'hui, l'initiative du ministre Le Drian donne la parole à tout le monde, des experts comme des non-experts, comme nous, qui prenons la parole ici en dilettante pour nous exprimer sur un problème que nous vivons au quotidien. Pour qui connaît le Niger, mon pays, il n'est point besoin de rappeler combien cette conférence touche du doigt des préoccupations qui sont celles de nos populations. Très souvent, il est dit que c'est la géographie qui détermine le destin, enfin, le climat d'un pays. Il suffit juste de regarder la carte. Au Niger, vous observez que le Niger est au point triple de la jonction Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Nous sommes vastes de 1 267 000 km² et malheureusement recouverts aux 2/3 de sa superficie par des grands déserts du Ténéré, de l'Aïr, qui font partie intégrante du Grand Sahara et qui sont, dans leur configuration actuelle, l'émanation d'autres changements climatiques majeurs intervenus au cours des derniers millénaires. Il y a Jean-Pierre Duhart qui, dans une de ses publications en 2011, affirmait que la mission Berlier-Ténéré-Tchad de 59 à 60 avait montré que dans le Ténéré avait vécu vers moins 3200 ans une population de chasseurs et de pêcheurs néolithiques comparable à celle établie en Égypte à la même époque, fréquentant donc des bords du lac ou marécages, avec aujourd'hui l'assèchement de ces plans d'eau vers le milieu du 3e millénaire, before Christ, après Jésus. Les néolithiques ténériens avaient migré vers le sud pour gagner les rives du Niger et du lac Tchad. Donc, du village de pêcheurs néolithiques au sable fin du Ténéré actuel, vous comprendrez aisément à quel point le Niger, de nos jours, porte l'empreinte de la variation climatique. Un pays essentiellement désertique qui a une population de 17 millions d'habitants, dont environ 80% vivent seulement sur le quart sud du territoire. Un pays où chaque année, lié au changement climatique, le front agricole recule d'une dizaine de kilomètres, où l'isoète des cultures se déplace dangereusement vers le sud, d'année en année, où le désert avance de 11 à 15 kilomètres en moyenne, un pays où on peut parler de la tyrannie du climat sur la vie des hommes et des animaux. C'est pourquoi climat et défense, ce thème, aujourd'hui, quel enjeu, nous intéresse particulièrement. Nous voulons essayer ici de parler des liens entre changement climatique et sécurité. Notre définition de la sécurité retenue englobe
tous les aspects ayant un impact sur la stabilité globale de notre région et des États qui la composent. Cela permet, outre les conflits violents et les menaces sur la sécurité de l'État, de considérer les enjeux de sécurité humaine, tels que les crises alimentaires et les tensions localisées de faible ampleur. De nos jours, il est indéniable que la stabilité des États et des sociétés humaines dépend fortement du climat global. Tout est intimement lié dans un cercle vicieux infernal. Inondations, sécheresse, désertification, dégradation des sols, famine, crise sociale, migration, bidonville, banditisme, violence, terrorisme, etc. La chaîne de causalité se referme dans la violence, en consacrant au passage la destruction du tissu social et l'éclosion de l'insécurité. Dans notre contexte africain, les changements climatiques sont devenus, à n'en point douter, des facteurs multiplicateurs de menaces sur la sécurité des biens et des personnes. Pour les populations, les conséquences de ces perturbations climatiques se traduisent par un accroissement d'insécurité alimentaire, une dégradation du cycle de vie, notamment dans le monde rural, un développement exponentiel du phénomène migratoire, particulièrement des villages vers les villes, provoquant ainsi un accroissement incontrôlé de la population urbaine. Pour l'État, le Niger, les conséquences de cette dérégulation climatique posent essentiellement deux grandes équations. Primo, la problématique de la sécurité alimentaire, ou comment nourrir une population qui croît au rythme de 7 enfants par femme en moyenne, sans tenir compte des pluies qui deviennent alors de plus en plus rares. Comment faire en sorte pour que les Nigériens ne meurent pas de faim, c'est-à-dire que sécheresse ne rime plus avec famine. Comment assurer 3 repas quotidiens à chaque Nigérien? C'est ça les préoccupations chez nous du changement climatique, enfin des conséquences du changement climatique par exemple. Secondo, l'équation de l'insécurité urbaine ou de l'insécurité tout court. Nous sommes dans un contexte où les populations rurales migrent à la recherche donc de bien-être. Elles vont gonfler les effectifs des villes. L'insécurité urbaine croît alors au rythme des flux migratoires. De fait, cette insécurité urbaine se transforme en insécurité tout court. Dans notre sous-région, caractérisée par la présence d'AQMI, Moujao, Daesh, Boko Haram et que sais-je encore, l'insécurité s'allie rapidement au phénomène du terrorisme transfrontalier et devient illico une question à résonance mondiale. L'exemple palpable pour nous est celui du lac Tchad. Situé donc au cœur d'une région caractérisée par une désertification galopante et une croissance démographique record, ce lac se situe juste à la porte du Sahara. Il est vulnérable au régime des pluies, qui font depuis toujours fortement varier son niveau. Faisant vivre plus de 30 millions de riverains, le lac a vu depuis 1962 ses eaux baisser de 3 à 4 mètres, réduisant ainsi sa superficie de 90% à partir des années 80. Les sécheresses récurrentes et les pluies trop faibles, ainsi que la pression des riverains sur les ressources, ont ramené sa taille de 25 000 à moins de 2500 km², avec 30 millions d'âmes à nourrir. Imaginez ce que cela peut causer comme désordre. Aussi, cette diminution drastique de sa superficie, ainsi que les conséquences qui en ont découlé, ont non seulement servi de terreau à la naissance de la pauvreté et du chômage, qui ont engendré à leur tour le développement de l'instabilité sociale, mais elles ont essentiellement fragilisé le pouvoir parental, à telle enseigne que les jeunes n'écoutent plus les conseils de leurs parents. Et ils deviennent, du fait de l'oisiveté, des cibles faciles et des proies des sornettes des terroristes de Boko Haram. Et ils sont des chefs recrutés, drogués, endoctrinés, et puis renvoyés très souvent dans leur propre village pour semer la terreur et l'insécurité.
Donc, les populations au village sont obligées de quitter le village. Ces populations ont pour principale activité la culture du poivron et la pêche. Mais du fait de l'insécurité, elles n'arrivent plus à pêcher, à cultiver. Et même quand elles le faisaient à un moment donné, c'est Boko Haram plutôt qui exploitait. Ils viennent, ils les attaquent, ils prennent leur production et ils les vendent pour se faire de l'argent et continuer malheureusement leur activité de terrorisme. Alors donc, ça c'est un phénomène qui est, j'allais dire, vraiment lié au changement climatique et qui a directement un lien avec la défense et la sécurité de manière générale. Nous avons ensuite l'avancée du désert, qui offre de plus en plus de terrains d'action aux contrebandiers de tout acabit, qui écument la bande sahélo-saharienne. Tout ce qu'il y a comme trafiquants d'armes, trafiquants de drogue, trafiquants d'êtres humains, trafiquants, passe sur notre territoire, hein, pour aller ou en direction de la Libye, pour aller en direction du Mali, etc. Et c'est une vaste région qu'on n'arrive pas à contrôler à cause de la dérégulation. Le relief est extrêmement difficile. Alors, en dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement du Niger pour verrouiller cette zone, la nouvelle configuration du relief terrestre issue de la dérégulation climatique pose aux États de nouveaux défis jusque-là inconnus, mais de plus en plus prégnants. Comme on peut bien le lire dans un document du Conseil européen, il faut voir dans les changements climatiques un multiplicateur de menaces qui renforce les tendances et tensions et l'instabilité existante. Le principal défi réside dans le fait que les changements climatiques menacent d'accabler les États et les régions déjà fragiles et exposés au conflit. Il importe donc d'être conscient que les risques n'ont pas seulement un caractère humanitaire, ils ont aussi une dimension politique et de sécurité. C'est ce que venait de souligner tout à l'heure l'éminent professeur, le ministre ghanéen de la Défense. Le Niger, donc déjà confronté à plusieurs autres types de menaces, plus pernicieuses les unes que les autres, devra donc résolument prendre en compte ce facteur climatique. Si les ravages et autres conséquences désastreuses des changements climatiques sont connus, analysés et combattus, une dimension reste cependant préoccupante, c'est celle qui a fait dire dès 2007 au secrétaire général de l'ONU que la réalité des changements climatiques ne fait qu'augmenter les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Cette assertion donc pointe du doigt les risques de déstabilisation et de conflits induits par les conséquences du réchauffement planétaire qui constitue ainsi une grave menace pour la paix et la sécurité mondiale et qui interpelle inévitablement les acteurs de la défense que nous sommes, tout en soulignant de façon éloquente la pertinence du thème qui nous réunit aujourd'hui, climat et défense, quel enjeu. Je voudrais, sans entrer dans des considérations et analyses scientifiques largement prises en compte par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, je voudrais donc souligner ici l'impérieuse nécessité pour nos nations en voie de développement d'une prise de conscience plus accrue, mais aussi insister sur les sérieuses difficultés de ces États à faire face à cette menace d'une nouvelle forme. Je profite ainsi de cette tribune pour appeler les nations développées à être davantage présentes aux côtés des pays pauvres, à faible capacité de résilience face au changement climatique, pour les appuyer dans leur lutte quotidienne contre les aléas issus de ces derniers. Et pour terminer, Excellence, chers conférenciers, Monsieur le ministre, j'invite les camarades de la sous-région ouest africaine, particulièrement ceux de la bande sahélo-saharienne, à une action d'ensemble pour à terme élaborer en commun, dans les meilleurs délais, un concept stratégique prenant en compte la dimension climatique et ses fâcheuses conséquences. Au Niger, on a pris beaucoup de mesures pour lutter contre cette désertification, les sécheresses répétitives, etc. Et c'est en ce sens que le président de la République
avait initié un programme qu'on a appelé le programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, pour essayer de combattre en réalité la famine due à tous ces changements climatiques, l'amenuisement des eaux de surface, etc. Donc nous avons essayé de faire un programme à partir de l'irrigation. On a essayé de mettre les populations en contact de l'outil, c'est-à-dire des tracteurs, des intrants, etc. Tout ce qui est machinisme, nous essayons de le développer à travers le programme 3N et permettre aux populations d'utiliser les eaux de pluie, les eaux de surface et les eaux du sous-sol. Nous avons une politique hydraulique, donc de forage et de construction de puits qui servent et à l'agriculture et à l'élevage, des puits pastoraux un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et nous avons des institutions qui gèrent les rapports entre les agriculteurs et les éleveurs, parce que l'accroissement démographique, la pression sur l'espace fait qu'il n'y a plus de champs pour cultiver, il n'y a plus de champs pour que les animaux paissent. Alors c'est des conflits perpétuels et le code rural est un instrument qui est donc très fonctionnel et qui arrive à nous prévenir de certains conflits entre les populations et les éleveurs. Et ça nous permet donc d'avoir une paix sociale pour permettre aux Nigériens de produire et de s'épanouir. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. On va être Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons venir vers vous. Vos questions nous sont parvenues par SMS, Philippe Herrera. On va commencer par une première thématique pour les premières questions. Les sujets d'observation de la santé et océan et sécurité des mers sont très liés. Comment développer un leadership par la coopération européenne sur ce sujet? C'est une première question. La seconde, sur la transition énergétique, la compétition se déplace pour les énergies fossiles vers une nouvelle compétition autour des énergies propres. Je vous laisse distribuer la parole, Monsieur Herrera, pour quelques éléments de réponse, s'il vous plaît. Peut-être, Monsieur Thio, est-ce que je peux vous demander de répondre à la deuxième question en particulier sur la question de la transition énergétique? Can I switch into English? Of course. The two main sources of emissions are land use and energy. It turns out that the African continent, for example, has a shortage of energy. 6 Africans out of 10 have no access to energy today. Therefore, it is of utmost importance to make sure that as Africa rises, as Africa gets progressively to small, medium enterprises and to industrialization, that this path is done in a sustainable way. You don't want to see the next 2 billion Africans by 2050, 4 billion by the end of the century, move into a trajectory that will be the same as the one that has created now the climate change situation we are in. Therefore, it is extremely important to invest on renewables in Africa. This is the only solution. You can avoid another catastrophe, because at the moment, you can see that many African countries are low emitters, simply because they have no energy. Now, if they follow the same path that has led to the situation we are in today in climate change, you will have another India or China in the next 40 or 50 years in Africa. So that is one of the reasons why the United Nations Environment Programme, working with the African Union, with the African Development Bank, have promoted this large program called African Renewable Energy Initiative. I'm very happy to say, and Laurent Fabius referred to the Lima meeting, to say that that initiative has now strong support from the G7 and the G20, and we hope that it will materialize. You don't need to go, to have a long debate about the need for energy if you do not link it to development. Now, energy is not only lighting. As much as lighting is important, energy is development. Without energy, you cannot process the food you are producing in Africa at the moment. Without energy, you will continue to have 40% food loss
and after harvest loss, because there is no energy to conserve it. Without energy, the production you may have or what you may produce may not have access to market, so there will be no development. So the populations in Agadez, in Niger, need energy, and they have energy on top of their head. They just need to harness it and to be able to actually conserve the productions that they have there. In Niger, they may not have much water to produce, to do farming, but they have pastoralism. So everywhere you go, and for that matter, I would say, Minister, when you said that 2/3 of Niger is desertic, that is right, but that is not a sin. It is important to make sure that wherever you are, you have a production that is compatible with nature. And in the desertic areas, you can produce, but you can produce something that is compatible with the ecology. So access to energy is important, and in the lower economies that we consider now as not polluting too much, watch it. Because if I am not careful, they will go to coal, which is the cheapest, and coal will get us to the situation that we don't want to see. That's not the trajectory we want to have. Merci beaucoup. Okay. D'autres questions dans la salle? Des micros sont à votre disposition également. Vous pouvez faire signe et puis des personnes vous donneront le micro. Une autre question, celle-ci concerne le rôle de la parole publique de l'armée dans la pédagogie, dans la prise de conscience collective du changement climatique. Autre question qui peut concerner M. Thio également. Y a-t-il des programmes de soutien financier à l'innovation militaire développés par l'ONU? Comment limiter les effets d'urbanisation croissante de l'Afrique sur les ressources naturelles, notamment hydriques, et quel est son impact sur les questions de sécurité alimentaire? Ce sont des questions SMS. Merci. Je pense que la première question sur le rôle des forces armées, mais plus largement des ministres et des ministères de la Défense sur la sensibilisation sur les questions climatiques, pourrait tout à fait être posée à nos deux ministres de la Défense sur le panel. Dr Kuhnbauer, peut-être en premier. What role can ministries of defense and armed forces play in raising awareness on climate change issues? Thank you very much for the question. But let's not compartmentalize the issue into what the armed forces can do, what perhaps the priest can do, and perhaps what a policeman can do. The roles that are performed in our various countries by various agencies and armed forces are supposed to be one that interrelate to each other. But looking at the armed forces as an institution per se, you see very, very clearly that there has always been a challenge as to the defense budgets as a ratio to GDP. And so the so-called focus on core duties of the armed forces, as people have come to understand it, is that your duty is to go and fight and shoot guns. So when you are asking for a budget line to begin to deal with these environmental challenges, it might not be understood. So I think the first reaction is that you need to prioritize in greening your defense policy to make sure that armaments that you buy to kill are as important as programs that lead to climate change. And we must try to get this balance. It is possible that if we're able to address the challenges of climate change, we might not even need resources to buy arms and ammunition. And I say this for the simple reason that land is seen as a major security threat in most West African countries. And the contestation for a fixed asset like land by an increasing population is suddenly seen as an independent security threat by itself. Yet this is related to climate change because the size of arable and productive land begins to shrink. And so you must be doing your defense policy analysis in this broad perspective. I think this is the general way in which I will leave it. My colleague from Niger would be able to add something more. Merci beaucoup. Je ne dirais pas mieux, sinon je ne dirais pas plus, mais ce que je voudrais dire, en réalité, l'armée et les forces de défense de manière générale sont
je crois, des organisations qui sont structurées, qui sont mieux organisées et qui sont entraînées pour justement braver tous les phénomènes liés aux 4 éléments de la nature. Donc, pour cela, je pense qu'il serait plutôt nécessaire d'envisager, d'augmenter les budgets des forces de défense et de sécurité, de l'armée particulièrement, pour lui permettre d'accéder à certains moyens, à certains équipements qui vont lui permettre de pouvoir, le moment venu, faire face à toute cette dérégulation. C'est à cela, à ce niveau, que je pense que l'armée peut faire quelque chose. Bien sûr, je suis d'accord avec le ministre de la Défense quand il dit que ce n'est pas une question, il ne faut pas cloîtrer les choses. La défense par-ci, je ne sais pas, l'économie par-là, ou non, la presse, non. Tout le monde, il faut qu'il y ait des actions, des interactions et aller dans une synergie vers la même direction, avec le même objectif. Mais au niveau des armées et de toutes ces institutions militaires, il faut essayer de voir, c'est leur équipement ici qui est en cause. Il faut qu'ils aient de quoi chasser la neige, il faut qu'il y ait de quoi affronter les montagnes, de quoi affronter les déserts. Et depuis un moment, dans tous les pays du monde, les gens pensent diminuer. Ils pensent diminuer les budgets des armées. Parce qu'ils ne voient que l'achat des armes, des munitions et des fusils. Mais il y a cet aspect-là qu'il ne faudrait pas perdre de vue. Voilà ce que je peux dire à propos de cette situation. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va revenir, Monsieur Herrera, si vous me le permettez, en salle pour une ou deux questions. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre intervention, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais revenir sur la question de la transition énergétique. On a vu voilà, que les intervenants qui sont passés avant vous ont insisté sur le fait que les combats du passé, les guerres, les conflits du passé étaient souvent liés à la compétition pour l'accès aux ressources, les ressources type pétrole, gaz et charbon. Actuellement, on passe vers une transition énergétique, donc du coup qui suppose la captation de nouvelles ressources, type, je pense au lithium, au nickel, et tout ce qui rentre dans la production de panneaux solaires, de batteries, voilà, plus terres rares. Les terres rares et ce genre de choses. Et finalement, est-ce que la transition énergétique ne va pas donner une nouvelle dimension au conflit et pas forcément finalement résoudre, apporter la paix. Enfin, est-ce que c'est un déplacement finalement voilà. sur cette ressource. Et puis on va enchaîner s'il vous plaît sur une deuxième réaction, deuxième question. Monsieur, s'il vous plaît, bonjour. On sera ici dans la salle. Bonjour, je suis Nicolas Imbert, directeur de l'ONG Green Cross, et je voulais vous interroger sur le rôle des mafias dans les questions d'accès aux ressources naturelles. On a tous vu que des pans entiers de l'économie, ça a été cité dans le propos introductif, se passe autour du trafic des ressources alimentaires, du trafic des ressources naturelles, qu'on a certains trafics qui sont illégitimes autour de la biodiversité, qui ont été récemment mis en valeur par le fait que quand un lion a été tué en Afrique, on s'est aperçu que les trophées de chasse, y compris illégaux, voyageaient de manière tout à fait acceptée par des messageries internationales. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour faire en sorte de contrer les actions des mafias, qu'il s'agisse de moyens douaniers, qu'il s'agisse de moyens économiques, et qu'est-ce qu'on peut espérer voir annoncer à la COP21 en ce sens, à la fois dans une dynamique de maintien de la paix et dans une dynamique également de transition écologique et de transition énergétique. Merci Monsieur Philippe Herrera. Merci. Donc deux questions très différentes. Une première question extrêmement intéressante. Est-ce que la transition énergétique, paradoxalement, ne peut pas être à certains égards aussi facteur de conflit compte tenu des ressources rares qu'elle engage? Qui souhaiterait prendre cette question? Well, I'll try and give some very general context so that my colleague here can help me. I'm particularly surprised that in the world, some resources are always seen as a blessing, but when it comes to energy resources, they have the potential to be a curse.
we have looked at the contestation and the violence and conflict nature of energy resources because we have limited it to only 1 or 2 sources of energy. And yet, alternative energy sources are there, they are capable of sustainability, and they are ones that are also not conflict prone. If the sunlight that opens up in the skies for all countries in an energy transition to tap, it is unlikely that the heavens of the sunlight will be as highly contested as physical fossil energy located in a particular area which is either described as belonging to one fiscal jurisdiction or the other. So it is important that as we look towards sustainability, let's be looking towards the alternative energy sources that are not embedded in them conflict. The second thing is that let's not always run away from conflict. Conflict seems to be endemic in human nature. What is worrying is where that conflict becomes violent. As for different contestation over resources, we'll continue to have it in our global community. But let's also begin to put in the mechanisms to make sure that where conflicts arise, they do not degenerate into violence. If we start from the perspective that we are capable in an energy transition to prevent conflict, I'm sure we are not getting the situation right. What we should be trying to do is to make sure that conflict is not violent and disruptive. Thank you. Thank you. Monsieur Thiaw, sur la seconde question, la seconde thématique. La seconde question concernant les crimes environnementaux. Je vous donnerai peut-être l'exemple de la République démocratique du Congo. Vous savez que les opérations de maintien de la paix au Congo sont les plus importantes en ce moment pour les Nations Unies. C'est le plus grand nombre de troupes et c'est l'opération la plus chère que les Nations Unies entretiennent en ce moment. Nous avons mené une étude cette année avec la mission des Nations Unies au Congo, avec la mission des Nations Unies sur les Grands Lacs, pour essayer de comprendre, encore une fois, quelles sont les causes profondes. Parce que souvent, comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, on n'examine pas les causes profondes du conflit. On s'est rendu compte, malheureusement, que le trafic du bois, le trafic d'or et des ressources minérales rares est la véritable cause de ce conflit. On n'est pas dans une situation d'insurrection politique, bien que tout le monde laisse croire que c'est d'abord un problème politique. Oui, il y a un problème politique, mais le problème politique, il est exacerbé par l'appétit de certains pour l'accès aux ressources naturelles. Et nos études ont conclu que la RDC, l'Est de la RDC, seulement l'Est de la RDC, perd chaque année 1,3 milliard de dollars de ressources qui sont siphonnés par des gangs situés parfois dans les pays voisins, mais parfois les gros poissons sont ailleurs. Et donc, qu'est-ce que l'armée peut faire pour aider à arrêter ce cercle vicieux? Les armées ont les services de renseignement les plus développés, mais ces services, peut-être les oreilles n'écoutent pas ces bruits-là. Peut-être qu'il faut prêter attention à ce qui se passe là, parce qu'on ne peut pas maintenir les troupes au Congo. D'ailleurs, le gouvernement congolais demande qu'on les relève. Donc, on ne peut pas maintenir ces troupes pendant longtemps, alors que si on n'a pas résolu le problème de l'accès aux ressources naturelles au Congo, le conflit ne s'arrêtera pas. Et donc, c'est toute une dynamique. Et plus on exploite illégalement, bien sûr, les ressources, moins la gestion est rationnelle, évidemment, et donc plus on coupe les forêts, et plus on coupe les forêts, plus on a l'effet climat. Donc c'est un cercle vicieux où à partir d'un petit minéral, d'un minéral trouvé dans le sous-sol d'un pays donné, on mène vers une situation globale et planétaire qui entraîne tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un pays du monde qui ne sent pas l'effet des opérations de maintien de la paix qui coûtent quand même, je pense pour la RDC, jusqu'à 1 milliard de dollars par an. Donc c'est quelque chose qui est vicieux et qu'il faut arrêter quelque part. Les crimes environnementaux, vous avez parlé de l'ivoire, c'est bien sûr l'une des espèces les plus emblématiques avec le rhinocéros, mais ça va bien au-delà de ces espèces emblématiques. C'est un phénomène mondial. Nous avons vu qu'en Amérique latine, les sites web des gouvernements sont hackés par des gangs de criminels qui veulent avoir accès aux ressources forestières.
Nous savons que dans d'autres pays du monde, c'est des petits reptiles dans les îles du Pacifique. Donc c'est un phénomène global et ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est arrêter la demande. Tant qu'il y a un marché, quelque part, de l'ivoire, les éléphants vont être tués. Est-ce qu'on a besoin de l'ivoire, réellement, pour se développer? C'est un produit de luxe. Donc ce n'est pas difficile pour les gouvernements, s'il y a un accord, disons, entre eux, pour arrêter ce genre de trafic qui ne sert pas à grand-chose qu'à servir de petits cadeaux pour des compagnies qui veulent avoir, disons, une espèce d'activité de prestige. Donc, c'est possible de le faire, arrêter la demande. C'est une activité globale qui ne peut pas s'arrêter seulement à partir des pays de source, des pays sources. Bien sûr, il faut renforcer la législation, mais les pays de transit ferment les yeux et les pays de destination ferment les yeux. Donc, il faut un effort global. Merci beaucoup, Monsieur Thiou. On va refermer cette première table ronde. Merci Philippe Herrera d'en avoir été le modérateur. Nous allons marquer 20 minutes de pause, ce qui veut dire que nous reprenons nos travaux ici dans cette salle à 11h15 précisément. Je vais demander, s'il vous plaît, à plusieurs personnes pour la délégation allemande, s'il vous plaît, Dr Radiger pour la délégation américaine, Monsieur Chagardus pour la délégation de Monaco, Madame Dusaint-Père et son Excellence Kota Lorda, la délégation australienne, s'il vous plaît, Geoffrey Tout, et la délégation du Chili de M. Alès Dib, de se présenter à l'accueil. Merci beaucoup de vous présenter à l'accueil. Le café est servi dans l'annexe située à côté de l'entrée, là où vous êtes entré dans ce centre de conférence. Et nous reprenons nos travaux à 11h15. À tout à l'heure. Merci. Non, c'était vraiment très très bien. Et c'est vrai que c'est... On a besoin à la fois de